Il me semble que, évidemment, la période que nous traversons entraîne pour chacun de nos concitoyens, vous l'avez évoqué, des conséquences inimaginables, inimaginées, si je puis dire, et des conséquences dans une multitude de domaines, en particulier dans ce domaine de l'accès à la culture. Et parmi l'ensemble de nos concitoyens, il est clair que ceux qui vivent des situations de handicap, de dépendance, sont sans doute encore plus touchés que les autres, en particulier à cause de leur mode de vie. Par exemple, de leur mode de vie à l'intérieur d'établissements qui n'ont jamais été pensés pour que l'on y vive ce qui vient de se produire. Alors, la préoccupation sanitaire a engendré une décision de confinement. C'était sans doute indispensable. Je suis absolument incompétent pour évaluer la pertinence de ce genre de décision. Cela s'impose, soit, mais cela ne s'impose sans doute pas de la même manière à l'ensemble de nos concitoyens. C'est vrai pour chacun, c'est vrai à plus forte raison pour les personnes âgées ou pour les personnes dites handicapées. Alors, il me semble que si on veut essayer d'aller regarder d'un peu plus près les enjeux de cette situation, il me semble qu'une bonne porte d'entrée, c'est de regarder, de porter une attention particulière sur le vocabulaire que l'on emploie. Alors, les personnes handicapées, oui, mais quel amalgame incroyable! De quel handicap parle-t-on? Il nous faut absolument apprendre ou réapprendre à écrire handicap au pluriel. Les personnes handicapées, oui, ce n'est pas la même chose d'être sourd ou aveugle. Et alors, vous imaginez, sourd-aveugle. Ce n'est pas la même chose d'être sourd, aveugle ou paralysé des jambes ou paralysé des bras. Ou allez, je n'entre pas dans le détail, mais évidemment, et je n'ai parlé là que de handicap qui touchent directement le corps, de handicap que l'on pourrait dire physique ou sensoriel. Allez, une multitude de natures de handicap qui engendrent une multitude de situations dans lesquelles il faudra vivre en rapport avec un environnement. Il me semble qu'il nous faut d'abord prendre conscience et faire attention à des réalités diverses, multiples. Nature du handicap, diverses, mais évidemment, ce n'est pas la même chose de vivre à domicile, en famille, en couple, seul ou bien en établissement, et de quel type d'établissement parle-t-on, quel âge a la personne considérée. Voilà, j'arrête d'essayer d'induire la perception de cette diversité, mais vraiment, il nous faut prendre conscience que les réalités sont multiples, et ceci aura une conséquence très directe, c'est que une réponse adaptée est adaptée à une situation, elle est parfois reproductible, mais si la reproduction devient systématique, alors on ne tardera pas à toucher à l'absurde de la réponse après avoir essayé de prendre en compte l'absurde de la situation. Il me semble que c'est très important de prendre conscience de ça. Nos manières de parler, c'est aussi non seulement un amalgame sur le handicap, les handicaps, mais c'est souvent un amalgame autour de la notion de perte d'autonomie. De quoi parle-t-on? Là aussi, il faudrait 3 heures pour développer, mais rapidement,
perte d'autonomie ou perte d'automobile. Je veux dire, il se pourrait bien que nous ayons une extraordinaire tendance à prendre la perte de l'autonomie motrice pour représenter l'ensemble d'une multitude de situations. Il me semble qu'il est important de ne pas confondre autonomie et indépendance. Ce qui nous fait hommes, c'est le lien de dépendance que nous avons avec les autres, le lien d'interdépendance. Et il arrive que, au motif, par exemple, d'un handicap, brisant l'inter, nous ne regardions plus l'autre que comme dépendant. Et nous avons à ce moment-là le culot d'évaluer sa dépendance en mesurant sa perte d'autonomie, par exemple, à l'aide d'une grille dite grille Agir, autonomie, gérontologie, groupe, ISO, ressources. Qu'est-ce qui me reste le jour où vous évaluez ma perte d'autonomie avec une grille d'évaluation de ma dépendance? Mais qui sait encore de quoi on parle et comment pourrez-vous me considérer comme un être, un sujet, un homme, une femme, etc., quel que soit mon âge, à part entière, un citoyen à part entière, si mon autonomie sert, si la perte de mon autonomie sert à évaluer ma dépendance ou si ma dépendance sert à évaluer ma perte d'autonomie. Être autonome, c'est, au sens étymologique, autonomos, faire sienne la loi au point de pouvoir s'y conformer, la mettre en œuvre, la respecter, la vivre. La loi qui vient régir les règles de la vie en communauté citoyenne. Alors, autonomie, handicap, mais je reviens là-dessus. Handicapé ou personne handicapée? Oh là là, déjà, si vous me considérez comme une personne, peut-être que vous ne réduirez pas le regard que vous portez sur moi au handicap dont je suis porteur. Nous avons un gigantesque effort à faire pour apprendre à regarder l'autre à travers ce qu'il peut encore et non pas simplement à travers ce qu'il a perdu, à travers le handicap auquel il viendrait se réduire. Alors, handicapé, oui, bien sûr, personne handicapée, ce serait déjà mieux. Et puis, osons aller jusqu'à la notion de situation de handicap, parce que ce que nous révèle, par exemple, la période pandémique dans laquelle nous sommes, c'est que le pire serait que nous construisions des situations qui deviennent en quelque sorte surhandicapantes pour les personnes que nous sommes censés accompagner, soigner, aider, etc. Donc, il me semble que la situation, par exemple, d'accueil en établissement, accueil, et on va essayer d'éviter de dire placement, parce que je ne vivrai pas la même réalité si vous me placez et si vous m'accueillez. De grâce, je veux bien que demain vous m'accueilliez, je ne veux pas que l'on me place, quel que soit mon âge et les raisons, les motifs de cet accueil en établissement. Donc, il se pourrait bien que la situation d'accueil en établissement crée parfois des situations de sur-handicap. Exemple, bien sûr, il fallait confiner, d'accord. Mais comment se fait-il que nous ayons très souvent, trop souvent sans doute, glissé du confinement vers l'isolement, puis de l'isolement vers l'enfermement? Non, ce n'est pas acceptable. Oui, il fallait confiner, mais isoler, c'est-à-dire
décider d'une suspension, d'une rupture des liens sociaux. Allons, une fois que les liens sociaux, les liens affectifs, familiaux, etc., amicaux, une fois que les liens sociaux sont rompus, alors l'enfermement, tel que Michel Foucault pouvait le décrire, l'enfermement est en quelque sorte décrété. Alors, on va dire, oui, mais on ne pouvait pas faire autrement, oui, mais d'accord, on ne pouvait pas faire autrement. Soit nous n'y étions pas préparés, oui, nous ne pouvions pas faire autrement. Raison de plus pour que la prochaine fois, nous n'acceptions pas ces choses-là et que délibérément, nous allions vers d'autres pratiques. De quoi parle-t-on? Alors, permettez-moi, pour essayer d'aller relativement vite, parce que le temps est forcément un petit peu compté, pour essayer d'aller relativement vite, permettez-moi d'utiliser une sorte de métaphore que j'aime bien, qui m'est venue une nuit où je dormais mal, et ça arrive quelquefois. Imaginez que vous ayez dans les mains un ouvrage, un livre que vous aimez beaucoup, que vous avez lu très souvent, vous savez, ce qu'on appelait il y a peu encore le livre de chevet, celui que l'on pose sur la table de chevet. Alors, ce livre, vous l'avez tellement lu, vous le lisez si souvent, que sa reliure est désormais abîmée, fragilisée. Il se peut que quelques pages se détachent. Et voilà que, par inadvertance, vous ouvrez le livre et hop, une page tombe. La voilà au sol. Attention, attention, elle est exclue. Il se pourrait, si nous n'y prenons garde, que nous la piétinions. Effrayant, elle serait perdue pour toujours. Et le livre, par conséquent, serait pour toujours défaillant. Il lui manquerait pour toujours quelque chose. Alors, évidemment, à la hâte, je ramasse la page, j'ouvre le livre et à la hâte, je l'insère. Au moins, il ne sera pas perdu. Et je préfère l'insertion à l'exclusion. De qui que nous parlions, évidemment. La métaphore de la page, là, est intéressante, qu'il s'agisse de parler d'une personne handicapée, quel que soit son handicap, en situation de handicap, qu'il s'agisse de parler d'une personne âgée, quel que soit son âge, quelles que soient ses conditions de vie, quelles que soient, etc. Alors voilà, j'ai inséré la page. Et on ne sait jamais si j'ai eu beaucoup de chance. J'ai peut-être inséré la page au bon endroit. Parce que comme le livre a été souvent ouvert, peut-être que justement cette page qui était la plus lue, peut-être que le livre s'est ouvert au bon endroit et que du coup, la page a trouvé pas seulement une place, mais sa place, ce par quoi elle prend sens et ce grâce à quoi elle donne sens à ce qui suit. Formidable, formidable. Voilà que en insérant la page, elle s'intègre. Oh là là. Et vous voyez la différence entre l'insertion nécessaire et l'intégration. Vous devez m'insérer, je m'intègre. Et ça vous énerve quelquefois, parce que dans notre toute-puissance dont nous faisons volontiers usage les uns et les autres, on aimerait bien avoir la faculté d'intégrer l'autre et qu'on n'en parle plus. Ben voyons. Non, vous m'insérez, je m'intègre. Alors, pour que l'intégration soit pérenne, il va falloir retisser le lien, la reliure. Il va falloir retravailler la reliure du livre. Autrement, la prochaine fois que vous ouvrez le bouquin, à nouveau, la page va tomber. Donc, il va falloir retravailler le lien social. Ce lien social, le travail du lien social, c'est exactement ce dont il est question avec la notion d'inclusion. L'inclusion, ce n'est pas la simple insertion, ce n'est pas la simple intégration. Plus que cela, c'est une modification des structures mêmes de la société qui permettra
que l'exclusion ne se produise plus. C'est Jacques Bochart qui nous disait il y a une trentaine d'années maintenant, nous avons à comprendre que la dynamique de l'intégration n'a jamais réduit et ne réduira jamais la dynamique de l'exclusion. Seule une dynamique d'inclusion pourra la réduire, mais cette dynamique d'inclusion, elle exige que nous repensions les structures sociétales qui nous permettent de vivre en société, c'est-à-dire l'urbanisation, l'habitat, les transports, etc., etc., l'école, l'université, le monde du travail, évidemment, la culture, le monde, les mondes de la culture, l'accès à la culture, pour que nous n'en soyons plus jamais exclus. Et que le jour où la bienveillance de professionnels, etc., ou de bénévoles, quelquefois, permettent d'y accéder, cet accès puisse se produire, se consolider, se perpétuer, quel que soit le lieu de vie de la personne, qu'elle vive plutôt à domicile, plutôt accompagnée par des services d'accompagnement à domicile, des services de soins à domicile, des services etc., ou qu'elle vive plutôt en établissement. Alors, il me semble que cette notion d'inclusion, elle nous permet à ce moment-là de regarder celui qui vieillit ou qui est handicapé, mais qui vieillit aussi, parce que vivre, c'est vieillir. Réjouissons-nous, voilà une bonne nouvelle. Vivre, c'est vieillir. Et ça peut s'inverser. Vieillir, c'est vivre. Et par conséquent, il n'y a pas à craindre de vieillir, puisque c'est vivre encore. Alors, si vivre, c'est vieillir, de quoi parlons-nous? Eh bien, la mode nous invite à dire aujourd'hui, oh, vous savez, vieillir, ce n'est pas une question d'âge. Il y a des vieux jeunes et des jeunes vieux. Ce n'est pas vrai. Vieillir, c'est une question d'âge. Coluche nous aurait dit, je suis beaucoup plus vieux que quand je l'étais moins, et je suis moins que quand je serai plus. Voilà. Vieillir, c'est une question d'âge, mais ce n'est pas que une question d'âge. Alors, de quoi s'agit-il? Vieillir, certainement, c'est procéder à des remaniements continus, multiples, sur une multitude de registres, quel que soit l'âge que nous avons. Un enfant vieillit, même si on ne le dit jamais comme ça, on dit, ah ben lui, il grandit. Allez, bienvenue au club. Moi aussi, je grandis, mais ça fait un moment que je n'ai pas pris de centimètres et j'ai plutôt tendance à en perdre. Bref, vivre, c'est vieillir quel que soit l'âge. À 15 ans, je suis plus vieux que quand j'en avais 5, à 30 plus que quand j'en avais 15, etc., etc. Et à 70 ans passés, je suis plus vieux que quand j'en avais 50. Vieillir, à travers cela, c'est procéder à un remaniement de son rapport au temps. Je l'aime tant, le temps qui reste. Combien de temps, combien d'heures, combien de jours? Quelques heures peut-être, des années encore. Je veux vivre, chanter, courir. Allez, vous réécouterez Reggiani sur un texte de Jean-Loup Dabadi extraordinaire. D'accord? Extraordinaire. Je l'aime tant, le temps qui reste. Oui, vieillir, c'est modifier son rapport au temps. Vieillir à travers cela, c'est modifier son rapport au monde, à un monde qui nous impose de vivre dans une société de l'instant. Il en faut pourtant du temps pour faire un vieux. Personne ne peut vieillir en temps réel. Personne, il faut du temps pour faire un vieux. Vieillir, c'est remanier son rapport au temps, et ce rapport au temps, pour le temps qu'il me reste à vivre, ce rapport au temps m'amène à considérer ma vieillesse, non pas comme cette période de ma vie qui me rapproche de ma mort, même si c'est vrai, mais comme cette période de ma vie qui m'en sépare encore, et par conséquent que je peux investir, dont je peux faire quelque chose pour peu qu'un environnement bienveillant m'y invite. À travers cela, je remanie mon rapport au monde, mon rapport aux autres, quels qu'ils soient, plus proches ou
moins proche, plus familier, moins familier, mais je modifie mon rapport aux autres, et à travers cela, je modifie mon rapport à moi-même, c'est-à-dire modification qui passe par une transformation de l'image que j'ai de moi. C'est drôle, quand je vais acheter un billet de train, on me demande toujours désormais si j'ai une réduction, et je suis persuadé que la personne qui me le demande ne pense pas à la réduction pour les 16-25 ans. Alors, oui, vieillir, c'est remanier son rapport à soi-même, à l'image que l'on a de soi, image qui se construit dans le rapport aux autres, qui se joue sur un jeu d'attente réciproque. Et la question devient, toi qui me regardes vieillir, qu'attends-tu de moi? Moi qui vieillis et qui te regarde grandir, te développer, qu'est-ce que j'attends de toi? Le pire serait que demain, nous soyons dans une société qui réponde rien. Parce que je suis vieux, tu n'attends plus rien de moi, trop vieux. Parce que tu es jeune, je n'attendrai rien de toi, espèce d'incapable. Alors, si nous voulons échapper à cela, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste à raconter l'histoire. L'histoire, c'est de la culture à laquelle il nous faut privilégier les modes d'accès. Et tout ce que nous avons évoqué en introduction avec la prise de parole d'André Fertier vient exactement servir cette cause, accès à la culture, parce que remanier son rapport au temps, au monde, aux autres, à soi-même, au fond, c'est exactement cela, le contenu même de la culture. Et pour terminer mon propos, permettez-moi de revenir à un poète qui ne me laisse plus en paix, plus jamais, Aragon. Il se voit vieillir. Maintenant que la jeunesse, ça a été formidablement mis en musique et interprété par Marc Augeret. Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleuи, maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi, maintenant que la jeunesse, tu t'en souviens, souviens-t'en, maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, il fait beau à n'y pas croire. Il fait beau comme jamais. Quel temps sans mémoire, on ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais. Alors écoutez, il fait beau, profitons-en.